Bonsoir à tous, bienvenue à la Maison de la Presse et de la Communication de Liège. Ce soir, la Maison de la Presse et de la Communication vous propose une nouvelle soirée débat. Ça va parler du commerce liégeois. Quel avenir ce commerce liégeois a-t-il, puisque tous les indépendants du pays vivent une crise sans précédent. Liège, encore plus, la crise sanitaire, les travaux du tram, les embouteillages, la mendicité, et peut-être l'insécurité aussi. Tous ces thèmes vont être discutés ce soir pendant plus ou moins 45 minutes. Et puis, les 15 dernières minutes, il y aura un question-réponse. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On essaiera bien sûr d'y répondre. Alors tout de suite, je présente mes invités. Honneur aux dames. Valérie Vermiglio-Miglior, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes la patronne du Café International, c'est à rue de la Casquette à Liège. Vous êtes patronne avec votre mari depuis 9 ans et vous êtes aussi à l'origine du collectif Assiette Vide. C'était pendant le confinement et on va y revenir dans quelques instants. Jean-Luc Vasseur, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, président du commerce liégeois, et puis tout fraîchement nouveau patron d'une enseigne bien connue à Liège. La Daniche. La Daniche, place Cathédrale. Là aussi, j'imagine que vous avez plein de choses à nous dire et on va y revenir dans quelques instants. Et puis, un autre entrepreneur, un jeune entrepreneur, Martin Duchesne. Bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes l'administrateur délégué, le gérant d'une boutique qui, elle, a commencé en ligne. C'est la boutique Easy Clothes que certainement les dames, les jeunes et même les moins jeunes connaissent puisque votre boutique marche bien et vous êtes là aussi pour nous dire que votre enseigne, elle se porte bien. Oui, elle se porte bien grâce aussi au commerce en ligne, mais la boutique reprend d'une manière très correcte pour le moment. On aura l'occasion d'en débattre pourquoi ou comment on a essayé de refaire redémarrer le commerce alors qu'il y a eu un gros temps d'arrêt ou beaucoup de points morts lors de la réouverture des magasins. Alors voilà, on l'a compris. Ici, cette soirée n'est pas là pour pleurer dans les chaumières, puisqu'on va vraiment essayer de montrer toute la positivité, puisque Liège, notre belle cité ardente, elle a plein de qualités. Il faut essayer de remonter de ce commerce. Bien entendu, il y a des commerces qui existent depuis 30, 40 ans, et pour eux, c'est pas facile, Jean-Luc Vasseur. Mais vous les représentez un peu, vous représentez tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, et c'est pas facile, Non, ça doit être facile parce qu'en fait, on est confronté à une communication très négative sur la ville de Liège, quelles que soient les villes d'ailleurs. Mais ici, en l'occurrence, avec l'ensemble des travaux, mobilité, propreté, sécurité. Donc, ce sont des thèmes qui reviennent fréquemment. Et forcément, donc, la presse va souvent promouvoir l'aspect négatif des choses. Et donc, on doit essayer de compenser par une communication positive. Mais cette communication positive, là, elle représente un budget et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on n'a pas forcément les budgets pour pouvoir communiquer de manière positive. Et vous sentez comment à l'heure actuelle, aujourd'hui 18 novembre 2021, en tant que président du commerce liégeois et aussi en tant que nouveau patron, même si vous avez des années et des années dans l'Horeca, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Inquiet. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas forcément positif, puisque sinon je n'aurais pas investi. On a quand même investi quelques milliers d'euros dans une brasserie. Il faut avoir une vision d'avenir assez positive pour cela. Et je crois en la ville de Liège. Je crois en fait au développement économique à l'après-tram. Mais jusque-là, il va falloir s'accrocher. Et je pense que il faut qu'on se tienne les coudes et qu'on soit vraiment dans une dynamique positive si on veut s'en sortir. Valérie, vous, quand on a préparé cette émission, donc je vous ai téléphoné, ce qui m'a interpellée avant-hier, c'est que vous m'avez dit, j'étais dans un autre état d'esprit que fin septembre, début octobre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça devient lourd.
Ça veut dire que là, oui, comme le disait Jean-Luc, on est inquiet parce que il y a quand même une recrudescence, on a peur des nouvelles mesures, etc., qui vont nous tomber dessus. Donc, après 10 mois de fermeture, on espérait vraiment être sorti de tout ça. Donc, là, on voit que les chiffres d'affaires sont en train de baisser depuis l'instauration du Covid Safety Care, un petit problème de personnel. Donc, on a vraiment de grosses inquiétudes, mais comme le dit Jean-Luc, il faut pouvoir maintenir le cap. Essayer, en tant que bon gestionnaire d'entreprise, de maintenir le bateau à flot, mais on compte aussi sur les pouvoirs publics pour nous aider à communiquer et à maintenir ce bateau à flot pour pouvoir passer le cap, parce que plus tard, évidemment, avec le tram et le développement économique de Liège, on est persuadé qu'on va vers un bel avenir, mais il faut tenir le temps. Oui. Martin Duchesne, vous le disiez mais déjà, donc vous avez commencé à la vente en ligne, puis maintenant il y a la boutique rue Cathédrale. Comment est-ce que vous vous situez, vous ? C'est exactement la même chose que mes deux confrères ici. On a un sentiment d'inquiétude parce que malgré que nous avons un commerce donc dans la vente de vêtements pour femmes qui est moins touché, je pense, que l'Horeca, que les bars, les discothèques, malgré tout, ou toute autre fonction, malgré tout, nous dépendons d'eux. Parce que si l'Horeca vient fermer, ça reste encore des vitrines, ce qu'on va appeler des vitrines qui sont vides, donc un centre-ville qui est moins agréable, donc moins de passages, moins de clients. Et donc l'ensemble des commerces qui peuvent parfois bien aller parce qu'ils ont fait des choses pour aller bien aller, tout le monde fait tout ce qu'ils peuvent pour le moment pour aller bien aller, malgré nos efforts, ça ne servira à rien. Parce que si on ferme notre voisin à droite et notre voisin à gauche, qui sont l'Horeca et un petit commerce de tabac, mais qui ne fonctionne plus parce qu'il y a moins de passages, il n'y a plus de passage du tout, alors on sera obligé de fermer parce que la clientèle ne reviendra plus chez nous parce qu'elle n'aura plus envie de descendre en ville juste pour nous. Là, avant, moi je me souviens, aller en ville il y a 10 ans, quand j'étais jeune avec mon papa, c'était une expérience. On allait manger, on allait faire les courses, on allait chez notre boucher, chez notre boulanger. Mais si eux viennent à fermer, si l'Horeca ici vient à fermer, c'est une catastrophe pour le chiffre d'affaires de l'ensemble des commerçants liégeois, peu importe que ce soit de la vente de vêtements, de tabac, le cinéma au centre-ville, tout ça risque d'en pâtir. Donc, j'ai exactement le même sentiment, malgré que nous, c'est vrai qu'on est moins touchés que... Ici, on parle beaucoup de l'Horeca cette dernière année, on est moins touchés qu'eux, mais on est également inquiet parce que sans eux, je le répète, on ne peut pas survivre. Vous le sentez dans... Que le public, comme vous dites, descend peut-être, descend moins en ville. Vous sentez qu'il y a moins de gens qui viennent faire leurs emplettes. Bon, ça on le disait déjà à l'époque avec les centres commerciaux, avec Médiacité, avec Belle-Île. Mais est-ce que véritablement ici, avec... Si, il y a une crainte. D'abord parce qu'il y a la crise sanitaire, donc et forcément ça entraîne une crise économique. Donc ici, en plus, on parle pas mal d'insécurité. Donc il y a une multitude de freins. Donc les travaux, tout ça fait qu'il y a une addition de négative qui fait que lorsqu'on perçoit ça quand on est chez soi et en périphérie, on n'a pas forcément envie de venir en ville. Mais je pense que donc c'est bien là où on doit travailler sur l'aspect de la communication positive. Si tout à l'heure on parlait de la fermeture du secteur Horeca, c'est l'aspect social que vous tuez du centre-ville, au même titre que la culture et le tourisme. Donc si vous retirez ça au centre-ville, c'est terminé. Les trois pôles qui fonctionnent vraiment, c'est le commerce, la culture et le tourisme. C'est le flux mécanique naturel d'un centre-ville. En périphérie, dans les shoppings, ils doivent créer un mouvement. Donc, et lui, il n'est pas du tout naturel. Chez nous, on a la chance de l'avoir naturel. Donc, on doit le préserver et on doit mettre en avant nos parkings, nos musées, nos théâtres, tout l'aspect social qu'il peut y avoir au centre-ville pour faire que on a alors à ce moment-là la visite d'une famille qui passe un moment agréable, parce que ça doit rester un moment agréable au centre-ville. Valérie, pour vous pensez que vous parliez du Covid Safety Care, est-ce que vous le ressentez depuis maintenant même 18 jours? Est-ce que vous avez perdu votre clientèle? Disons qu'on a senti déjà à la reprise des écoles, etc., vers le mois de septembre, avec les problèmes de mobilité, on a senti vraiment déjà un peu moins de clients qui se déplaçaient vers le centre-ville.
Et puis octobre-novembre, c'est jamais des super bons mois. Mais clairement, là, on voit que ça se désertifie de plus en plus. Et le Covid Safe Ticket au niveau de l'ORECA, qui, ma foi, enfin voilà, nous, au Café International, on a toujours continué, on a maintenu le port du masque et la distance entre les tables, la désaffection. Donc, on n'a jamais levé les mesures de réouverture. Et on pense que ce système fonctionne vraiment. Donc, le Covid Safe Ticket, quand la distance peut être maintenue et les gestes barrières, ne sert pas à grand-chose, si ce n'est nous faire perdre encore un peu de clientèle. Et je pense, j'ai fait un petit sondage chez pas mal de mes collègues, on est entre 20 et 30% du chiffre d'affaires en moins. Je pense que le syndicat neutre des indépendants a sorti aussi une étude là-dessus. Donc on est plus ou moins à 30% de chiffre d'affaires en moins depuis l'instauration du Covid Safe Ticket dans l'ORECA. Donc des craintes, il y en a. Maintenant, si je veux voir le verre à moitié plein, l'année dernière, c'était 100% du chiffre qu'on n'avait plus. Donc voilà. J'imagine que le dernier Codeco d'hier a peut-être un petit peu rassuré ou pas. Comment est-ce que vous vivez les choses Écoutez, il y a l'éthique et il y a l'aspect commercial. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me dérangent éthiquement sur l'aspect global de la gestion de la crise. Enfin, c'est personnel, ça. Maintenant, au niveau commercial, comme je vous dis, on préfère forcément devoir maintenir des mesures, quoique on n'est pas policier, on sort de notre rôle, c'est un transfert de compétences. Voilà, on peut dire pas mal de choses là-dessus, mais on est ouvert et la vie peut encore un peu continuer et on espère que ça restera comme ça. On est là pour offrir du plaisir, pas autre chose en fait, dans le cadre du commerce, quel que soit le secteur. Donc, et je pense que les clients aussi doivent comprendre qu'ils doivent protéger leur ville en consommant local, quoi. Donc, même si on passe par les plateformes numériques, il faut acheter local. Donc, et quand je dis local, un Liégeois doit acheter chez le Liégeois. Et ça, c'est très important de préserver l'économie de la ville parce que c'est les emplois, c'est pas mal de choses ce sont des familles. Après, on doit redémarrer. Et si les gens ont pris des habitudes d'aller chercher ailleurs ce qu'ils ont chez eux, forcément, ce n'est pas meilleur, mais en plus, ils détruisent leur économie. Il y en a encore beaucoup comme ça, des commerces bien locaux à Liège, où vous sentez aussi que ça diminue Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis, il faut vraiment que le Liégeois doit devenir, c'est le premier ambassadeur de sa ville, quoi. Donc, c'est à lui à la mettre en avant, c'est à lui à la défendre, c'est à lui à se manifester pour résoudre certains problèmes. On attend toujours du politique, mais en fait, le politique ne va jamais agir que s'il a un retour de la part de la population et c'est son rôle, c'est de séduire la population. Donc forcément, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils doivent le faire sortir, mais ils ne doivent pas se désintéresser de la ville pour autant. Je vous rappelle, n'hésitez pas à poser toutes vos questions maintenant ou après, mais on y répondra avec beaucoup de plaisir. On parle maintenant aussi du marché de Noël, puisqu'on a eu un peu la confirmation hier et je pense que beaucoup ont fait un ouf de soulagement. Il est maintenu avec port du masque, CST. Apparemment, est-ce que ça, pour vous, Jean-Luc Vasseur, est-ce que un CST sur un marché de Noël comme le nôtre à Liège, est-ce que c'est possible? Vous avez eu des échos aujourd'hui C'est pas que c'est possible, c'est obligatoire. Donc, moi, je dis, je préfère ça que l'annulation du marché de Noël. Il y a d'autres villes ont annulé leur marché de Noël. Enfin, moi, je suis pas un marchand de plaisir, je déguste le plaisir. Donc, je vais aller sur le marché de Noël, je vais profiter. Si je dois montrer mon Covid Safe Ticket, je le ferai. Ça, je vais pas m'y opposer. Et je préfère que le bourgmestre décide
d'instaurer ce système que de que de supprimer, parce que c'est pareil. Donc le nombre d'emplois derrière, l'investissement déjà, que ce soit des organisateurs ou de ceux qui sont présents. Et puis alors, on parle de flux. Donc l'organisation d'événements sur le centre-ville fait qu'il y a un flux, et on a eu la foire, on a eu plein de choses qui se sont organisées. Ça fait que les gens reviennent en ville, et les gens viennent en ville parce qu'il y a vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a aucune raison de venir en ville. Mais quand je disais que c'était pas possible, moi je voulais dire que comme le marché de Noël est très long, comment est-ce qu'on va instaurer cette... J'ai des craintes pour la rue Unavdi, là. J'avoue que j'espère qu'on ne va pas mettre des barrières nadar et qu'on va empêcher les gens de passer. En même temps, je trouve que si on veut une cohérence dans les mesures, organiser un village de Noël sans Covid Safety Key, où les gens sont les uns sur les autres, et demander à un organisateur d'événements qui a plus de 100 personnes de le mettre avec un CST+. Et non, c'est 50 même. Voilà, et nous, dans l'ORECA, où les distances peuvent être maintenues, devoir quand même contrôler un Covid Safety Key. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien jouer le jeu, mais il faut que tout le monde joue le jeu aussi, parce que sinon... On ne peut pas, je veux dire, à notre échelle, il faut vraiment que tout le monde joue le jeu. Donc, je pense qu'au niveau de la cohérence des mesures, là, c'est plus cohérent. Au niveau de l'organisationnel, ça va être plus compliqué. Mais ça, à notre bourgmestre de nous trouver... Oui, c'est le problème de la ville, on a envie de dire. Mais heureusement, oui, que ça a été maintenu, parce que, comme dit M. Vasseur, toute initiative pour ramener des gens est bonne à prendre. Je pense que tout commerçant essaye de prendre les initiatives possibles pour, peu importe, même si elle n'a pas d'impact, une initiative est une bonne initiative. Et si on n'avait pas le marché de Noël au centre-ville, les marchés de Noël en périphérie, eux, auront été. Et ça entraînait encore les gens à prendre une habitude, à ne plus descendre en ville. Donc, à commander sur Internet et puis aller faire son shopping local. Prenons, je ne sais pas moi, une grande commune, prenons Fléron. Les gens de Fléron n'ont plus alors aucun intérêt à descendre au centre-ville. Ils ont déjà tout chez eux. Et donc ici, on leur dit, mais si, on va faire un marché de Noël. Et donc c'est une initiative qui va les faire revenir. Et c'est ça, toute initiative pour faire revenir les gens est bonne à prendre. Et ça se remet pour son commerce. Toute initiative d'un propre commerçant qui fait lui-même, elle est bonne à prendre. Même si elle ne rapporte pas, ça fait parler. Et même si ça peut faire tomber 1 centime de chiffre d'affaires, c'est toujours bon à prendre. Et puis le marché de Noël de Liège est vraiment très beau. Et ça aurait été vraiment dommage de s'en repasser pour la 2e année consécutive. Et surtout que c'est la première fois pour celui cathédrale où il y aura le piétonnier autour. Je pense qu'il n'y a pas encore. Très bien, parce que je suis bien placé. Donc voilà, oui. Je vais peut-être profiter pleinement en fait, du marché de Noël. On n'a pas encore eu, je pense, marché de Noël cathédrale en piétonnier. Non, parce qu'on a eu, on a la mise en piétonnier, c'est faite pendant la période Covid. Donc, voilà, parfait. Je vais voir, je vais tester. Je serai le premier à tester. C'est vrai que vous êtes aux premières loges pour le marché de Noël. Et vous êtes parfait, parce que je voulais justement rebondir sur le piétonnier que vous connaissez bien, rue de la Casquette, parce que la rue de la Casquette, elle s'est quand même embellie en quelques années. Je ne sais pas, vous êtes en 2012, c'est ça, vous avez ouvert le café? J'ai ouvert en 2013. Et il y avait déjà le piétonnier rue de la Casquette à... Non, il n'était pas encore là. Ah oui, donc voilà. Donc, on était au début des travaux, donc nous là. Quand on a repris le café, on avait le choix. En fait, toute la rue de la Casquette était allouée. Donc, voilà, tous les commerces étaient vides parce que les anciens sont partis. Ils avaient peur des travaux qui allaient durer pendant 1 an et demi, je pense, presque 2 ans. Et donc, voilà, donc, quand nous, on a reloué, on avait vraiment le choix. Ça a été compliqué, une période aussi... un peu difficile. Je crois que le plan financier qu'on avait fait... On pensait que ça aurait quand même été mieux, mais voilà. Mais après, c'était pour un mieux, c'est clair. Vous êtes le bel exemple, un des premiers de la rue de la Casquette. Et quand on voit le résultat... Un très bel essor au niveau de la rue. Là, c'est un bel exemple, ça, vraiment. Mais la piétonisation n'a pas que du mauvais. Au contraire, je pense que par ici, pour la rue de la Casquette, c'était une rue qui était très exiguë. On se parquait, il y a longtemps, très longtemps, j'avais 18 ans, je me rappelle que je me parquais sur le bord du trottoir. Donc, c'était assez compliqué. On était content d'ailleurs d'avoir de la place rue de la Casquette pour être rentré. Oui, mais je me rends bien compte que on gênait. On gênait la vie. Quoi. Donc, et là, ici, maintenant, il y a des terrasses qui s'installent. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans une rue qui
qui paraît plus large que ce qu'elle n'était auparavant. Et voilà, si on très, prend, très large. oui, elle est très très large. Hein. Le pont d'Avroy, tout pareil. Donc maintenant, il n'y a plus de bus. Si on prend la place cathédrale, je veux dire, la ville va vers la piétonisation, mais je pense que c'est aussi une demande du citoyen, tout en gardant l'aspect, on doit pouvoir se parquer au centre-ville. Et le fait qu'il y ait le fléchage dynamique maintenant au centre-ville, qui doit être perfectionné, hein, ceci dit, voilà, va guider maintenant les touristes dès qu'on va pouvoir récupérer une flopée de touristes et qu'on sort de cette crise. Les parkings vont pouvoir faire le plein et il va falloir aussi prévoir des parkings de délestage avec le tram. Je veux dire, il faut améliorer la mobilité au centre-ville, ça c'est sûr. Ça, on sait se garer, il y a assez de parking en ville? Il y en a assez dans le cadre où lorsqu'on veut payer. Maintenant, si on me dit que souvent on prend Maastricht en comparaison, je suis désolé, mais à Maastricht c'est plus cher qu'à Liège. Un Liégeois va à Maastricht, je ne regarde pas combien j'ai payé mon parking. Par contre, à Liège, je vais regarder. C'est normal, je suis chez moi. Donc, je vais être plus critique chez moi que lorsque je suis à l'extérieur, parce que je ne suis pas dans une dynamique de détente, d'envie de prendre un peu de plaisir. Mais quand je suis chez moi, je sais que derrière ce cadre, il y a un clou qui est mal mis et ça m'embête. C'est pareil quand je suis à Liège, je suis chez moi. Donc, j'ai l'esprit beaucoup plus critique. Si je prends des clients de Maastricht qui viennent à Liège, on est le petit Paris pour eux. Donc, quelque part, ils ont un bon regard. Le Liégeois est beaucoup plus critique que les personnes qui les visitent. Vous faisiez un petit peu la moue, vous n'êtes pas trop d'accord? Oui, mais non, voilà, c'est vrai. Si on prend maintenant les parkings payants, il y en a voilà. Oui, on n'a pas de parking privé. Les parkings privés sont payants, ça c'est inévitable. Mais non, ici, pas dans le cadre de l'Oreca, parce que quand on vient boire un café à 2,50 €, on ne peut pas vous offrir une heure de parking. Mais par contre, lorsqu'on vient acheter une petite robe à 50 €, on peut offrir une heure de parking. Je ne peux pas me permettre d'offrir le parking, moi. Mais il y a pas mal d'enseignes qui le font. Hein. Oui, j'ai pas mal qui le font. D'ailleurs, à un moment, on voulait lister avec le commerce liégeois l'ensemble des commerçants qui offraient du parking. Parce que offrir 10% sur une robe à 50, on est bien d'accord que c'est 5 €. Une heure de parking offerte par un commerçant, c'est 1,80 €. Donc, c'est moins cher que ce que le client va payer. Et ça, c'est inévitable, et en plus, ça rentre dans les frais, et dans l'offre du commerçant. Donc, je pense qu'il y a une idée à creuser. Moi, je suis certain que à la Danish Taverne, vous allez pouvoir venir manger des menus avec une heure de parking gratuit. Par exemple. Mais il y a pas mal de commerçants, je sais bien dans la SBL du Carré également, qui se regroupent ensemble et qui achètent des tickets de parking à un tarif préférentiel. Et du coup, ils peuvent donner à leurs clients. C'est vrai que c'est une des solutions. Mais bon, il faudrait aussi qu'il y ait un petit peu moins de travaux, etc. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a quand même pas mal de personnes qui ne descendent plus. C'est dur. On va pas se le cacher. Voilà, on va pas se le cacher. C'est dur actuellement. Et en plus de ça, pour un quart, on va dire, vers l'est, il y a eu les inondations qui ont encore moins permis pour certaines communes de se rendre au centre-ville. Donc c'est vrai que le centre-ville de Liège a le tram, le Covid, l'inondation pour un quart de la population de Liège. Nous, on les accumule. On a été inondés, ça a été la catastrophe. D'ailleurs, pour l'instant, moi je vis chez Nona, donc vous voyez, hein, c'est pour vous dire. Mais pour en revenir sur le parking, je pense que Liège est une vieille fille qui est en plein lifting. Donc forcément, elle a des équimoses, elle est un peu bleue, mais une fois qu'elle aura l'aspect rosé, vous verrez, on aura, c'est vrai, mon micro est rose, elle sera parfaite. Est-ce que vous pensez que l'arrivée du tram va sauver le commerce liégeois? Comment est-ce que vous l'avez pris cette nouvelle quand on a annoncé que le tram allait se faire? Est-ce que le sauver, c'est pas le mot. Mais encore une fois, c'est une initiative, ça peut que être un plus, ça peut pas être un moins. Ça, c'est sûr et certain à tous les niveaux. Ça va normalement un peu dégorger la circulation. Et quoi qu'il arrive, c'est un plus. Ça peut pas être un moins. Alors certes, on est en lifting là, donc on vient de se le faire. Il y a encore des bleus, il y a des travaux partout. Malgré tout, moi, je les trouve encore très respectables. J'ai pas l'impression qu'un tram va bientôt passer. Ils sont dérangeants, mais
l'accès est toujours possible, mais ce sera un plus. Voilà, c'est une initiative, une très bonne, très coûteuse sûrement, mais c'est un plus. Ça sera plus extraordinaire pour moi. Dans le cadre du tram, le développement économique de la ville va pouvoir avoir un grand essor parce que toutes les 4 minutes, vous aurez un tram qui va passer, qui va pouvoir charger 3 à 4 fois plus qu'un bus. Ça, c'est exceptionnel. Et alors, je prenais toujours l'exemple de la rue Féronstrée. Aujourd'hui, je n'aurais pas mis un copec dans l'ouverture d'un commerce dans la rue Féronstrée. Par contre, j'aurais acheté le bâtiment. Parce que, ben oui, c'est une question d'investissement. Et une fois que le tram sera passé, je peux vous promettre qu'il va avoir une belle plus-value parce qu'elle va devenir piétonne. Et le dimanche, vous aurez le tram qui va passer dans les deux sens. Donc, voilà, il faut réfléchir un petit peu plus loin. Il faut s'imaginer, à partir du moment où la ville fonctionne pleinement avec l'ensemble des outils mis à sa disposition, je suis sûr et certain qu'il y aura plus. Mais ça, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette vision à long terme. Mais en attendant, pour les commerçants, enfin, je veux dire, moi, je reste après très, très terre à terre. Pour les commerçants qui sont là maintenant, qui viennent d'investir ou qui ont investi il y a quelques années, il faut la traverser. Il faut traverser ça. Il faut oui, je suis d'accord. Il faut vraiment arriver il faut qu'on ait Il n'y a pas que le tram, il n'y a pas que les travaux. Non, il faut qu'on ait de vraies aides de la part de la ville, Voilà. des soutiens, que ce soit au niveau des taxes, au niveau des enseignes, au niveau des... Allez, on paye Parce pour que des le loyer moteurs qui aussi, tournent hein. pour rien. Les loyers sont- Les loyers, oui, mais les loyers, ça par contre, des fois, il faut savoir que le précompte immobilier est parfois plus élevé que le loyer lui-même. Donc, il faut trouver aussi un juste équilibre. Il n'est pas normal que vous ayez un précompte pour 100 mètres carrés moins élevé en périphérie qu'au centre-ville. Je parle commerce, je ne parle pas habitation. Maintenant, je pense que dans le cas de l'habitation, ça peut être correct. Mais on ne peut pas, quand on parle investissement, que l'investissement soit fait au centre-ville ou qu'il soit fait en périphérie, je pense qu'il faudra un juste équilibre. Enfin, voilà, donc du coup, il faut trouver des solutions qui viennent aider le commerçant. Que ça soit aussi donc, au niveau de la mobilité, évidemment, le commerçant doit être prévenu lorsqu'il a des travaux, parce qu'il doit s'organiser, parce qu'il y a des employés, il a des livraisons, il doit pouvoir peut-être aussi prévoir une fermeture si jamais il n'y a vraiment pas d'accès. Au niveau de la propreté, là, il faut non seulement que ce soit que la ville prenne en charge la propreté, mais le commerçant aussi, et le client qui doit être aussi bien éduqué, parce que ça, c'est aussi une problématique. La mendicité, ça, pour l'instant, c'est la catastrophe. Donc, je pense qu'il y a une multitude de choses sur lesquelles il faut intervenir, qui fait que la vie de la ville, du centre-ville, peut être beaucoup plus belle. Pour l'avenir, le futur, je le vois vraiment, moi aussi, avec une très belle perspective. Mais voilà. En attendant, ça fait mal. En attendant, ça fait mal. Ouais. Et je souhaiterais vraiment que la ville ou que la région prenne un peu en compte toutes ces difficultés que le centre-ville a pour le moment pour traverser ça. Il faudrait quand même. Parce que si ça fait mal et que les commerçants liégeois partent, le tram, il ne servira pas à grand-chose s'il n'y a plus rien au centre-ville. Donc, en attendant, le tram est peut-être très coûteux, mais c'est vrai qu'il serait intéressant, parce que je pense qu'il n'y a aucune aide pour le moment, tout court. Ce serait intéressant de développer, mais je pense qu'on ne demande pas à recevoir de l'argent. Monsieur Vasseur l'a expliqué aussi. C'est juste, faites tourner les moteurs, faites venir les gens en ville, faites, par exemple, mettez un subside pour le parking. Voilà, on parlait du parking. Première idée, mettez un subside que les 4 samedis de décembre, le parking pourrait être gratuit. Ça se faisait, à un moment donné. Oui, en fait, on avait la possibilité d'avoir à 5 € la journée de parking. Donc, ça, c'est quand même 4 fois moins le prix. Oui. Donc, ça, ce sont de bonnes initiatives, mais ce sont des initiatives que l'on doit avoir avec les exploitants de parking. Donc, et la ville peut très bien prendre ça en main, ça, c'est vrai. Parce qu'en attendant, ça fait mal. Pour revenir à la personne qui s'est fait un lifting, il n'y a personne qui vient soigner son bobo en attendant. Ouais. Mais quand on compare en fait les travaux de tram par rapport aux autres villes, il y a toujours eu une période très très négative et puis alors après une période très très positive. Donc moi je m'accroche évidemment à l'aspect positif. Mais aujourd'hui, c'est vrai, et là je te rejoins Valérie, il faut vraiment que l'on travaille sur la communication positive au centre-ville. Parce qu'on a des merveilles au centre-ville, mais on n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir les mettre en évidence.
mais une architecture pour certains bâtiments qui est pas déplaisant. On a des parcours de découverte de villes qui sont toujours d'actualité, même en pleine crise Covid. On a des musées. On a des musées qui sont normalement ouverts tous les premiers dimanches du mois, mais pour l'instant, je ne sais pas si c'est le cas. Donc, je pense qu'il y a une multitude de choses que l'on peut mettre en avant qui fait que on peut venir en ville. Venir en ville, ça doit rester un moment plaisir. Ouais. On a bien vu la tristesse de l'annulation des coteaux de la Citadelle, par exemple. On a vu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, cette tristesse parce que ce sont des événements que la population attend. Oui. Mais moi, mais la ville est en mouvement et en perpétuel mouvement. Donc, c'est un peu comme si vous arrachez à chaque fois une petite part d'elle, à chaque fois qu'on supprime un événement. Maintenant, évidemment, la crise est là. Donc, on doit aussi enregistrer l'information. Et on doit se dire que si, à force de vouloir bousculer les codes et d'en vouloir à chaque fois un peu plus, et qu'on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, ben voilà, il faut quand même savoir se freiner. Mais il faut une juste mesure. Et puis surtout, pouvoir expliquer aux gens pourquoi. Dire je te supprime quelque chose, je t'interdis de, ça ne va pas. Il faut que derrière, il y ait une explication. Et il faut que celle-ci soit plausible. Ça n'a pas toujours été le cas. Si on parle aujourd'hui des élèves qui doivent porter le masque, ben, il y a quelques mois, ils n'étaient pas contagieux. Donc voilà, il y a un déséquilibre et ça ne va pas. Il faut un moment qu'on trouve un juste équilibre. La cohérence, la cohérence dans les propos, dans les mesures. Alors maintenant, on a parlé des choses positives, on va parler un peu des choses négatives à Liège, puisqu'il y en a, vous en avez parlé, la mendicité et l'insécurité. D'abord, mais ça revient. C'est pas qu'à Liège, malheureusement, mais à Liège, on s'en plaint. Oui, on s'en plaint à Liège, mais concernant la mendicité, donc vous devez savoir que le commerce liégeois est en rapport avec d'autres associations de commerce de grandes villes, parce que en fait, la problématique est aussi importante dans les autres villes. Donc, et là, ce n'est pas un problème uniquement lié à la ville, c'est un problème au fait qu'il n'y a pas de loi qui permettent de cadrer correctement en fait ce type de problème. Derrière la mendicité se cache la toxicomanie, l'alcoolisme, et c'est là où vraiment le problème est le plus important. Et quelles sont un peu les solutions, s'il y en a, puisque à un moment donné, ça devient lourd pour les commerçants, pour les passants, donc on comprend ça aussi. C'est vraiment très fatigant pour tout le monde. On en a un peu débattu avant ce débat et il n'y a pas de solution parce qu'on ne peut rien faire pour eux. La loi ne permet pas de les prendre en main. Donc si eux ne font pas ça eux-mêmes, on n'arrivera pas à résorber ce problème. Voilà. On doit trouver un appui. Il doit y en avoir. Voilà, oui. La solution, c'est qu'on nous pond une loi qui fait qu'on puisse colloquer quelqu'un qui n'a pas la capacité ou le jugement de pouvoir se prendre en charge. Et une personne aujourd'hui qui est alcoolique, qui est droguée, n'a pas forcément la capacité. Vous savez comme il est compliqué d'arrêter de fumer. Donc imaginez un peu d'arrêter l'héroïne ou d'arrêter quelques drogues que ce soit. Et donc il n'a pas la capacité de pouvoir avoir ce discernement et pouvoir se retirer de ce marché. Parce que c'est un marché. À la base, vous avez un accident de parcours et vous vous retrouvez SDF en ville. Vous avez toujours une main qui va venir vous tendre quelque chose, mais ce n'est pas toujours forcément de l'aide. C'est peut-être même un poison, parce qu'en fait, on va vous donner une drogue. Vous allez la prendre parce que vous avez envie de vous échapper et de vivre un moment un peu de détente. Mais après, c'est foutu. Parce que vous êtes lié avec ça. Et puis et la personne qui vous a aidé au départ, elle vous vend ce produit. Et puis alors, ça c'est la chaîne sans fin. Donc il y a deux pôles. Il y a la personne qui prend le produit et il y a la personne qui vend le produit. Donc il faut vraiment qu'on s'attaque aux personnes qui sont vendeurs et qu'on aide ceux qu'on oblige
qu'on rééduque en fait les personnes qui sont dans les difficultés. Parce que ces personnes n'ont aucune capacité. Elles entrent par une porte, elles ressortent par la fenêtre parce qu'elles signent une décharge. On a des structures françaises qui sont ici en Belgique, où vous avez des Français qui sont coloqués parce qu'ils ont des problèmes d'alcoolisme, de drogue, etc. Et nous-mêmes, en Belgique, on n'a pas la capacité de pouvoir le faire. Donc il vient un moment où on doit se dire qu'on n'a pas l'ensemble des outils pour pouvoir obliger ces personnes à être suivies. Et ça peut être... Vous savez, on a reçu aussi des associations d'entraide donc, qui viennent aider ces personnes. C'est une emplâtre sur une jambe de bois. En fait, ils aident les personnes à aller au plus loin, mais la moyenne d'âge des personnes qui décèdent au centre-ville, qui sont droguées ou toxicomanes, c'est 50 ans. Donc, je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin dans la structure et avoir des lois qui nous permettent de pouvoir les cadrer. Et ça, malheureusement, le commerçant liégeois, il ne peut rien faire pour ça. Il est impuissant, ouais. Autant pour redonner de la vie à l'Oreca, voilà, il y a eu l'association Assiette Vide, je pense, qui a fait du bruit beaucoup, même dans toute la Belgique. Là, on peut faire quelque chose, les commerçants liégeois, pour refaire revivre nos commerces. Mais pour, pas éradiquer, mais pour diminuer le nombre de mendiants, là, on peut faire peu de choses. Et le problème, c'est que ces mendiants, après, amènent de l'insécurité parce que la ville, du coup, est moins belle. Et donc... moins sécurisante. Oui, mais par contre, je dois corriger, c'est un aspect insécurisant. Oui. Ce n'est pas... mais la réalité, les chiffres, ça ne l'est pas. Non, dans la réalité, la ville n'est pas insécurisante. Moi, je suis commerçant, je le dis, depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 51. J'ai traversé la ville un nombre de fois, imaginez un peu la nuit. Je fais peut-être partie de la chance, de ceux qui ont eu la chance, qui n'ont jamais eu trop de problèmes. Mais j'ai vécu la ville, je la vis toujours, et je ne me sens pas en insécurité. Jean-Luc, je t'aime beaucoup, 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 hein, et je veux bien qu'on parle on du positif, etc. On n'est pas beaucoup, mais on n'est pas d'accord. On va prendre moi pour le mauvais, non, parce que j'allais mouton dire, qui voit toujours à force de parler positivité comme ça. Non, il y a quand même un gros sentiment d'insécurité. On a eu pas mal de choses qui se sont passées ces derniers temps dans le carré, etc., dont la presse s'est emparée. Et donc, il y a quand même des choses actuellement qui ne vont pas. Et je pense que au niveau de la police, au niveau du bourgmestre, on a bien pris en compte. Moi, j'ai rencontré le bourgmestre il n'y a pas longtemps et le gouverneur. Ils ont vraiment pris en compte toutes ces choses là, et je pense que quelque chose va être fait au niveau de la police. Il y a pas mal de contrôles qui sont faits maintenant. Il y a des gros coups de poing qui sont mis je un peu partout. Personnel, oui, c'est un sentiment personnel, mais et c'est peut-être parce que tu es un homme, mais sincèrement, moi, en tant que femme, je peux comprendre les personnes qui ne veulent plus descendre en ville ou qui ont peur. Mais voilà, maintenant, la police est là. Je pense qu'ils ont un peu plus de pouvoir maintenant parce que le problème d'insécurité a été pris au sérieux au niveau de notre ville et au niveau du bourgmestre. Donc, dire que tout va bien, tout est rose, non. Mais il y a des choses qui sont faites. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Il y a des choses qui sont faites et qui fonctionnent. Et je suis persuadée maintenant, voilà, on commence à entendre de moins en moins de problèmes. Il y a une recrudescence, certainement post-Covid, où on s'est un petit peu cru dans la jungle et où il y avait no man's land, où il n'y avait plus vraiment Et voilà, là maintenant, il faut vraiment recadrer un petit peu. Il y a aussi des problèmes de personnes qui n'ont pas de papier et qu'on ne sait pas. Donc voilà, c'est un problème global. Et je pense que en travaillant sur plusieurs aspects, la police va arriver avec le bourgmestre à remettre de l'ordre dans tout ça. Et il était temps, et c'est en train d'être fait. Oui, il y a une prise de conscience. Voilà. Mais je n'en démords pas, je parlais bien de moi, je ne parlais pas des sentiments des autres. Évidemment, je ne renie pas le fait qu'il y ait eu des problèmes dans le carré, je ne renie pas le fait qu'il peut y avoir d'autres problèmes même ailleurs, mais moi-même, je n'ai jamais ressenti ce sentiment d'insécurité parce que je pense que le fait d'être aussi actif on a instauré le PLPI au centre-ville, le fait d'être actif et d'être soutenu et informé
déjà, ça supprime une part du sentiment d'insécurité. Et puis, il faut savoir aussi que la ville est munie de caméras, mais de partout. Et la personne qui commet un méfait dans le centre-ville, il va vite être rattrapé. Hein. Donc, je veux dire, c'est un petit peu... on sait directement par où ils sont partis, où ils sont, où ils se cachent. Donc, ils vont vite être rattrapés. Donc, c'est pas, je veux dire, toujours les mêmes. Donc, voilà, on n'a pas vraiment 6000 délinquants qui sont là. Donc, voilà. Et ressouligner ce que tu as dit au début, c'est qu'il y a un sentiment d'insécurité, mais elle n'y est pas, l'insécurité, au niveau des chiffres. Et c'est ça qu'il faut peut-être le partager aux gens. Venez à Liège. Vous allez peut-être vous sentir insécurité, mais ça, c'est peut-être un problème personnel. Mais la sécurité est là. Mais la journée, vous ne pouvez pas dire que vous avez le même sentiment d'insécurité que la nuit. Hein. Voilà, ça c'est certain. Par contre, j'en reviens moi aux vitrines vides de la ville de Liège. Mais ça, c'est quelque chose qui n'embellit pas la ville. Non, et donc, si elle ne l'embellit pas, on parlait des mendiants, vont aller dormir là-bas, vont laisser leur sac de couchage. Et tout ça apporte un sentiment d'insécurité, alors qu'ils ne sont pas du tout violents. Mais dans la tête de certaines personnes, surtout peut-être la 3e génération, eux vont sentir moins à l'aise de se déplacer au centre-ville. Je pense qu'on est à 14 ou 15% de cellules vides aujourd'hui. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, mais la moyenne, il faut savoir que c'est 13%. Et maintenant, elles sont mal placées. On passe aussi par la crise sanitaire qui se transforme en crise économique. Et bon, évidemment, en plus, il y a se greffer les travaux du tram, toutes les problématiques qu'on vient d'énumérer. Donc, je pense que maintenant, il va falloir laisser le temps de pouvoir reconstruire. Et la ville a aussi des possibilités de donner des impulsions dans le développement du commerce par le biais de subsides bien définis pour pouvoir permettre de pouvoir s'installer au centre-ville. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de travail à pouvoir effectuer sur ce sujet. Oui, ou travailler sur le loyer. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est le propriétaire qui fixe le loyer. C'est le propriétaire, oui, tout à fait. Il y a 5 ans, quand on s'est installé au centre-ville, c'était un peu le débat de la rue Cathédrale qui était vide. Et moi, j'avais dit, pas de souci, on taxe une vitrine vide. Mais vous ne tracassez pas que le propriétaire qui va être taxé, donc au lieu de recevoir un loyer, il va devoir payer le fait que sa vitrine est vide. Les loyers vont très très vite descendre. Mais si le voisin a eu son loyer à 2500 parce que, sinon le propriétaire devait payer une taxe, l'autre voisin, son loyer ne sera plus de 3000, mais va descendre à 2600 et ça va avoir un effet d'échelle. Maintenant, est-ce que le bourgmestre peut taxer? Non, c'est peut-être pas quelque chose qui est dans son pouvoir non plus. Il y a une taxe sur les cellules vides. Enfin, c'est sur les habitations. Enfin, non, sur les lieux non occupés. Elle doit être plus grande. Oui, voilà. Mais je pense que il y a pas que. Bon, non, vous avez raison. Le propriétaire doit se rendre compte que une cellule vide, c'est une cellule non rentable. Et en plus, c'est une moins-value à son bâtiment. Donc, il est vraiment important d'avoir une réflexion de ce côté-là. Maintenant, je vous l'ai dit, les précomptes parfois sont plus importants que les loyers. Oui. Donc, il faut l'équilibre doit être autant ici maintenant. En plus, c'est régional. Donc, je pense que la taxation plus le loyer, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Maintenant, le propriétaire lui-même doit faire un effort, ça c'est sûr. Même dans le cadre de la rénovation de son bâtiment, j'ai envie de vous dire. On a beaucoup parlé du carré, vous l'avez ressenti, ça vous le sentez. D'ailleurs, il y a une question là de Françoise, parce qu'on est à 45 minutes, donc on peut commencer directement le jeu des questions-réponses. L'insécurité est pour moi le premier problème. Je n'ose plus aller au centre, même en journée. Vous voyez, Jean-Luc, que faire? Mais je connais bien Françoise Grèce et je lui dis, voilà, Françoise, viens à la maison, tu verras, c'est très simple d'y entrer, c'est très simple d'en sortir, je te reconduirai si tu veux. Voilà, mais sans être machiste, nous sommes des hommes et c'est peut-être différent. Oui, mais maintenant, sincèrement, en journée, j'ai mes 2 enfants qui ont 13 ans et 15 ans, qui sont au collège Saint-Barthélemy. Ils traversent la ville, ils viennent me rejoindre au café, ils se baladent, etc. Ils ne se sentent pas non plus en insécurité. Ils ont eu un petit peu peur, vraiment, au niveau de la mendicité quand ils ont commencé, parce qu'ils n'avaient jamais vraiment eu l'occasion. Mais sincèrement, en journée, je trouve que c'est relativement sécurisant et sécurisé. Il n'y a vraiment aucun souci.
au niveau des soirées, là maintenant, c'est vrai, il y a un peu plus une problématique, mais qui est prise maintenant vraiment en considération par nos élus et par la police. Et je sais qu'il y a des choses qui sont mises en place depuis quelques semaines, vraiment pour éradiquer tous ces problèmes et tous ces délinquants qui volent, qui tabassent comme ça gratuitement pour rien. Donc voilà, oui, il y a une insécurité. On peut pas mentir et dire que c'est pas vrai qu'elle n'existe pas, mais il y a des choses qui sont faites et qui sont efficaces et qui vont faire en sorte que ça s'arrête. Et vous savez, c'est des pics, hein. C'est pas comme ça tout le temps. Voilà, il y a eu un pic avec une grosse recrudescence, et puis maintenant il va y avoir pas mal de sanctions, etc. à la clé, puis ça va redescendre. Mais oui, il y a eu un pic ces derniers temps. Donc c'est voilà. La preuve aussi que le problème n'est pas laissé. Il n'est pas laissé. Non, il y a les plus de conscience de la part sont... des autorités. Ouais. Ben, heureusement, j'ai envie de vous dire. Bien sûr. Ouais. Une autre question, elle vous est destinée, je pense, Martin. Quel est l'intérêt pour une plateforme en ligne d'avoir une boutique en ville ? Première réponse, on en a parlé, les vitrines. Il faut savoir que un site internet n'a pas vraiment de vitrine, hein. Donc c'est une vitrine avant tout. C'est une marque de confiance pour toutes les personnes qui commandent en ligne, parce que commander en ligne, on ne sait jamais qui y a derrière l'ordinateur. Nous, s'il y a un problème, ils peuvent venir taper du poing sur le comptoir. Et encore une fois, nous, on a commencé à Liège et on permettait aux Liégeois de venir acheter chez nous. Et puis quand le site a grandi, on leur a interdit parce qu'on ne pouvait plus les recevoir dans un entrepôt. Et on veut que le Liégeois consomme localement. La phrase a déjà été dite au début de l'interview. Et ça a été le mettre à Liège, ça a été vraiment quelque chose qu'on souhaitait absolument, parce qu'on vient de Liège, je m'accompagne moi-même, donc on gère tout ça à deux. C'était important pour nous de mettre notre place à Liège. Alors oui, on en a ouvert une deuxième à Louvain-la-Neuve, mais là c'était plus une opportunité qui s'offrait à nous. C'était pas une demande nécessairement, c'était pas un objectif. Mais voilà, Liège, on voulait y être parce que on aime notre ville. Et à l'international aussi, ça c'est tout nouveau aussi, vous vous ouvrez. Oui, mais ça c'est donc pas une boutique aux États-Unis, mais à cause de la demande qui venait des États-Unis, on a décidé de mettre un entrepôt aux États-Unis. Parce que les problèmes de douane commençaient à s'amplifier pour les clients, le coût pour le client, le délai pour le client. Et donc, on a décidé de nous se déplacer là-bas pour se rapprocher de 7-8 000 km plus proche. Ça améliore le délai quand même. C'est l'aspect logistique. Mais pour en revenir à un magasin au centre-ville, c'est l'aspect aussi service. Donc ça, vous l'avez soulevé. Et à l'inverse, parce qu'on parle de plateforme, de l'installation de boutiques en ville parce qu'on a commencé par une plateforme, mais à l'inverse, j'ai envie de dire aux commerçants d'aujourd'hui qu'ils doivent avoir leur boutique en ligne aussi, leur vitrine en ligne. On doit se réinventer, c'est vraiment ça. Demain, si vous allez sur un moteur de recherche, quel que soit le moteur de recherche, si je recherche des bottes à Liège, je veux que l'on trouve un commerçant liégeois sur la première page du moteur de recherche. Et le fait que cette boutique soit géolocalisée va me donner l'impulsion peut-être simplement aux Liégeois de se rendre en ville, parce qu'il est quand même beaucoup plus simple d'aller toucher, d'aller choisir le produit directement. Et c'est très important. Et donc il faut que le commerçant liégeois se mette au numérique. Avoir une page Facebook. Ça, et je peux le garantir à 100%, à pas mettre ma main, mais mes deux mains à couper. Si le site internet qui n'est pas fait pour les Liégeois n'existait pas, j'aurais moins de Liégeois dans mon magasin. C'est sûr et certain. Le site internet amène de la communication. Ouais. Donc les gens voient notre nom beaucoup plus que, je ne vais pas citer de personne, mais de nos concurrents, hein, on va dire comme ça. Et le fait qu'ils voient nos noms beaucoup plus. Site internet ou page Facebook ou En fait, le site internet entraîne la page Facebook, entraîne la page Instagram. C'est encore une fois, je parlais d'initiative. Peu importe l'initiative, tant qu'on essaye, ça peut apporter que des plus. Et le site internet fait marcher la page Facebook, qui fait marcher la page Instagram, et les gens viennent au magasin. Et on se rend compte vraiment que, par exemple, depuis la fin du Covid, j'ai beaucoup moins de commandes retrait en magasin. Donc, on pourrait croire que c'est moins bien. Non, parce que le magasin refonctionne bien. Proportionnellement, depuis la fin du Covid, j'ai une meilleure croissance dans le magasin que sur le site. Alors que
avant le Covid, c'était pas le cas. Et avec le Covid, ça devrait être encore moins le cas. Donc, ça veut dire que les personnes aiment encore venir acheter au magasin et n'oublient pas les magasins. Et on ne peut pas croire que le monde va être digitalisé et que du coup, le centre-ville va être mort dans 30 ans. Non, ça n'existera pas. Comme je vous dis, aller en ville, c'est une expérience familiale souvent ou une expérience personnelle. Et donc, les gens continueront à aller dans le magasin. Mais avoir de la digitalisation nous apportera plus de monde vers c'est la notre enseigne. modernité aussi. Hein. Donc, il faut savoir quand même, demain, regardez vos enfants, regardez sur quoi ils évoluent, ceux qui regardent, leur tablette, leurs recherches. Donc, inévitablement, si vous êtes aveugle, vous ne vous rendez pas compte que vous devez vous ouvrir au numérique, c'est votre fin, c'est pas très compliqué. Et quel que soit le secteur d'activité. Et oui, j'allais venir pour vous deux. Pour non, c'est pareil. Pour moi, en tous les cas, pour mon cas, moi, je vais mettre en promotion, évidemment, sur l'ensemble des réseaux, des plats, des choses, quels que soient les produits. Et je ne sais pas si... Non, page Facebook. Moi pas, non, moi je suis... Pas encore. Mais ça va venir. Je pense que, oui, mais non, parce que c'est un faux semblant, parce qu'elle est quand même très, très active. Donc, je pense qu'elle ne va pas forcément y mettre des plats, mais c'est quelqu'un de très Non, mais actif. vous avez une page quand même, je pense. Il y a une page Facebook. Oui, j'ai une page Facebook, mais je suis Son mari est remarquable dans le cadre de la communication. Mon mari est très fort au niveau de la communication, de l'image en règle générale. Voilà, oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore... on n'est pas... mais elle existe. Oui, après, il faut voir l'utilité. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle n'en a pas besoin. Elle rayonne de par elle-même. Non, donc, je n'en ai pas besoin. Non, ça, ce serait vraiment... chaque fois que je viens chez toi, il y a beaucoup de monde. Donc, mais après, même si ça a l'air d'avoir peu d'impact, c'est quand même important. Je vais prendre une réunion qui a eu lieu la semaine dernière dans nos bureaux. Donc c'est vrai, on a une page Instagram qui est quand même conséquente, qui est suivie par plus de 350 000 personnes. Et les jeunes sont souvent sur TikTok. On a décidé de se lancer sur TikTok. Et je vous avoue que c'est un peu la déprime. Parce que on a l'habitude d'avoir 350 000 followers. Et là, on en a peut-être 1000 ou 2000. Et donc, la question était, est-ce qu'on arrête ? Soyez content, vous avez 1000 ou 2000. Oui, mais moi, nous, j'en ai 10. Nous, ça nous paraît peu. Mais non, on ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter. On tend vers là-bas. Donc, autant être dans les premiers. Et puis, 2000, c'est mieux que zéro. Oui. C'est mieux que zéro, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est vrai que je pense que l'Oreca n'a pas besoin d'avoir un site internet. Mais par contre, au niveau de la communication, que ce soit l'Instagram, le Facebook, ça aide. Assiette vide, c'est quand même par les réseaux sociaux que ça a commencé à prendre de l'ampleur. C'est mon mari. Enfin, c'était pas rien que nous. On était plusieurs, mais c'est mon mari qui a fait toute la communication au niveau du collectif. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les images étaient assez fortes avec le stop, c'était assez parlant. Voilà, mais lui est très fort. Mais c'est vrai qu'au niveau du Café International, on a une page Facebook, un petit Instagram, mais on l'alimente pas particulièrement. Et pourquoi ? Mais vous l'avez. On l'a, voilà. Et pourquoi ? Parce que, sincèrement, je suis encore une vieille... Enfin, je sais pas, je suis pas très vieille, mais j'ai quand même un peu de mal avec les plateformes en ligne, etc. Si monsieur s'en occupe. Mais voilà, mais moi, j'achète pas vraiment... j'achète pas sur Internet, je vais en boutique, je fais... Dans la mienne, j'espère. Oui, mais... Dans le quartier. De toute façon, souvent dans le centre-ville de Liège. Ce ne sont pas des boutiques qui manquent dans ton quartier. Voilà, souvent dans le centre-ville de Liège. Et c'est uniquement pour ça, c'est vraiment parce que, voilà, mais il faudrait qu'on s'y mette. On n'a pas eu le temps, pourtant je vous ai présenté avec ça, mais le collectif Assiette Vide, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a des images qui ont défilé. Un petit mot, parce qu'on va devoir bientôt clôturer. Ça a vraiment démarré à Liège, c'était vraiment pendant le confinement, tout l'Oreca était fermé, tout l'Oreca demandait de rouvrir. En quelques mots... En quelques mots, c'était vraiment, je vais dire, un cri du cœur de plusieurs restaurateurs de Liège. Et on a lancé, alors c'est pas le collectif Assiette Vide, c'était l'action, c'était l'assiette vide, mais c'était le collectif Wallonie-Oreca. Et puis voilà, ça, c'est vrai que il y avait une demande. Je pense qu'on est arrivé un peu comme une soupape de décompression pour les restaurateurs qui avaient besoin de s'exprimer. Donc on a fait pas mal d'actions. On voit les images sur la place à Saint-Lambert. Fois, dans le respect des normes et des règles sanitaires, on n'a jamais été contre le sanitaire. Là, c'est que des Liégeois ou vous avez été soutenus? Non, là, c'est que des Liégeois. C'est vraiment notre première action. C'est vraiment notre première action où on a mis un SOS sur la dalle de la place Saint-Lambert.
et où on a fait SOS, assiette vide. L'assiette vide, elle représentait pas que notre portefeuille, hein, c'était simplement l'assiette qu'on voulait servir aux clients et qu'on pouvait pas parce qu'elle était vide, c'était ça aussi. Et puis ça a pris de l'ampleur évidemment au deuxième confinement. Le ton est un petit peu monté et puis on a fait des actions dans plusieurs villes en Wallonie et à Bruxelles. Et donc le collectif n'était plus que liégeois, il était vraiment wallon avec vraiment je pense une trentaine de villes. Et maintenant, je suis quand même assez fière de dire que c'est notre homologue du Brabant wallon, Monsieur Maxence Van Cambrugge, du collectif, qui est devenu le président de la Fédération Wallonie-Horeca et qui a remplacé Monsieur Thierry Neyens et qui, lui, maintenant, redynamise vraiment la fédération. Et voilà, c'est chouette parce que l'Horeca, maintenant, a vraiment quelqu'un pour le défendre et c'est bien de le savoir. Et on espère, bien sûr, ne plus revivre ces images et que on parlera plus de confinement et que l'Horeca va vivre des jours heureux comme tous les commerces d'ailleurs. On va d'ailleurs bientôt clôturer. Je vais vous donner la parole à chacun, 1 minute, il n'y a pas 1 minute 30, vous vous lâchez, vous vous dites un peu vos espoirs, vos envies pour votre ville, pour vos commerces, votre commerce. Je veux bien y aller. C'est parce qu'en général, après, je ne m'arrête plus. Non, c'est pas vrai. Je vais vous arrêter. Non, mais ce que moi j'espère, c'est une communication positive et que ça soit de la part du commerçant, mais du liégeois aussi. Et je tiens vraiment à faire passer le message que le commerçant liégeois a besoin de son client, a besoin la ville a besoin de soutien, la ville de manière générale. Hein. Et donc, je leur dis, voilà, achetez bien chez les commerçants liégeois. Le développement économique dépend de vous. Et le salaire de vos proches, peut-être même des gens de votre famille qui travaillent au centre-ville ou en périphérie, dépend de vous. Donc, voilà, soyez attentifs à cela. Défendez votre ville et je suis sûr qu'elle vous le rendra. Martin ? Exactement, communication positive, les initiatives, comme je l'ai dit, il ne faut jamais s'abattre. Si des gens sont en train de perdre leur travail, continuez à y croire, tenter des choses, qui ne tentent rien n'a rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, on n'a rien. Voilà. Donc les initiatives, avant tout une communication positive, croire en la ville de Liège. Ici, je pense qu'on a quand même mis le ton que l'insécurité à Liège, c'est un sentiment, mais c'est pas un fait réel. Il y a de la sécurité à Liège. Et voilà, merci la ville de Liège de nous maintenir notre marché de Noël. Je pense que ça va faire du bien parce que sinon, on sait bien que la période de décembre est quand même un bon mois pour l'ensemble des commerçants. Mais ça aurait été juste un chouette mois, tandis que là, ça peut le transformer en un bon mois, pas un bon mois sans le Covid, mais en un bon mois. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle de rassembler des gens à Liège. Et voilà, vive Liège. Valérie ? Moi, j'espère, tout d'abord, j'espère qu'on ne refermera plus jamais. Hein. Voilà, tous. Comme ça, c'est dit. Et puis voilà, non, je pense que on est des amoureux de notre ville. Hein. Je pense que, en tout cas, ici, on a énormément d'entrepreneurs maintenant qui ouvrent des petites cellules avec pas mal d'innovations. Et je trouve qu'on commence vraiment à retrouver une petite dynamique avec toutes des petits entrepreneurs qui font, je pense à Watitude, je pense au développement de certains quartiers qui étaient laissés à l'abandon. Il y a des belles choses qui se passent dans le centre-ville de Liège. Alors, une fois qu'on aura refermé tous nos trous et pansé nos blessures, je pense que... Beau lifting. Voilà, on aura fini le lifting, exactement. Alors, Liège... Liège sera belle. Voilà. Liège est belle, mais elle sera sublime. Bon, si on ne vous a pas donné l'envie de venir à Liège demain, c'est qu'on a raté cette émission, mais je pense pas parce qu'elle était vraiment très, 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 très chouette. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, revenez à Liège, notamment pour ces fêtes de fin d'année, parce que on va bien s'amuser. Merci Martin, merci Valérie, merci Jean-Luc. On vous attend.
Et je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie tous mes collègues du conseil d'administration de la Maison de la Presse et de la Communication, Electrovox et Clarisse aussi, la gestionnaire de la Maison de la Presse. Je vous remercie. À très bientôt pour de nouveaux débats ici. Et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.